Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Hustle and Host. Hustle and Host qui est un podcast dédié à la location courte durée, aussi appelé Airbnb. Et aujourd'hui, on accueille Antoine. Antoine, je te laisse te présenter. Ouais, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Proust, je fais de la sous-location professionnelle depuis maintenant 2 ans. Et voilà, je suis avec toi aujourd'hui aussi parce que j'ai des réseaux sociaux, c'est comme ça que tu m'as connu. C'est ça. J'ai 30 000 personnes qui me suivent sur Instagram, 20 000 sur TikTok et je suis à fond sur YouTube, j'ai 1000 abonnés, on commence, mais, Ah ouais, mais ça fait plaisir, voilà. félicitations. Donc, pour le coup, comment t'es venu l'inspiration de la sous-location, ta première sous-location, comment ça s'est passé? Ouais, voilà, on va aller rentrer dans l'histoire de A à Z parce que il y a toute une histoire. Donc moi, j'ai commencé par l'immobilier, investissement locatif classique. J'ai commencé à acheter un appartement alors que j'étais en alternance. Ouais. J'étais pas que en alternance parce que c'est très compliqué, je pense que tu dois le savoir, d'avoir un crédit avec une alternance. Ouais. Du coup, j'avais un petit CDI à côté, Domino's Pizza, etc. J'ai fait un premier crédit pour un appartement. Je l'ai rénové, je l'ai mis en location, c'était rentable, etc. Bon, pas un truc de fou, j'avais 100 euros de cash flow. Mais ça m'a vachement plu, j'étais piqué par l'immobilier. Quand on commence un appartement, après on peut plus s'arrêter. Du coup, de là, je me suis dit j'arrête mes études, mon alternance, je déménage dans le sud, parce que j'étais en région parisienne, et je continue à investir dans l'immobilier dans le sud. Parce que voilà, je me suis dit, ok, dans le sud, c'était là où je voulais habiter, donc je me suis dit, tant qu'à faire, lier l'utile à l'agréable. Et la côte est est vachement chère, Cannes, tout Ouais. ça. Donc c'est impossible que je fasse l'investissement immobilier là-bas. Donc je me suis dit, je vais aller plus vers l'ouest, tout ce qui est Perpignan, Narbonne, Béziers, etc. Et je vais racheter des appartements. Au final, j'achète 2 appartements à Carcassonne. Ces appartements qui sont rentables, très bien, etc., que j'exploite en location courte durée. Et j'essaye de continuer, je vais voir ma banquière et elle me dit bah, c'est terminé, je te prête plus avant 2 ans, le temps qu'on ait des retours sur tes investissements actuels, quoi. Et j'avais un taux d'endettement qui était quand même qui se rapprochait de la limite, donc c'était très compliqué. De toute façon, j'étais loin du cash flow suffisant pour vivre de ça, donc je me suis dit il va falloir que je trouve une autre solution. Et c'est là qu'est venue la sous-location pro et j'ai commencé comme ça. Ok, donc en fait, c'est par dépit presque. Ouais, bah, j'étais obligé, j'avais pas le choix en fait. Je suis descendu dans le sud, tout seul. J'ai trouvé un boulot qui me plaisait pas aussi. Il fallait absolument que je quitte. C'était vraiment une pression que j'avais. Je me sentais vraiment pas bien dedans. Donc je me suis dit, là, faut que je trouve une solution. Et j'ai cherché. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au lieu d'acheter des appartements, on peut les louer tout simplement et les exploiter en location courte durée et gagner comme ça. Et tu t'étais formé avant ou c'est vraiment... Ouais, j'ai acheté une petite formation, histoire aussi d'avoir le contrat de Ouais. sous-location et puis d'avoir 2-3 informations. J'ai vraiment 90% j'ai appris sur le terrain. Ouais. Donc c'était vraiment les bases que j'ai eues en formation. Et après, sur le terrain, j'ai fait plein d'erreurs. Et au final, j'apprends, j'essaye de toujours m'améliorer. Puis voilà, ça a fonctionné. Ok, et donc ton premier bien en sous-location, c'était où exactement? Ouais. C'était à Carcassonne, tu m'as Ouais, dit, c'était à Carcassonne, c'est ça, en plein centre-ville. C'était un appartement qui venait d'être rénové, mais dans l'hyper-centre de Carcassonne. Ouais. C'est assez... Enfin, les immeubles, tu les connais, de toute façon, t'as un appartement à Carcassonne. Les immeubles, c'est un petit peu compliqué. Les communs, ils sont moches, etc. L'appartement était super mal rénové. Et je l'ai pris quand même. Au final, il a été rentable parce qu'il était super bien placé. Combien de cash flow? Donc, il était à 630 euros par mois. Il faisait 17 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'était grosso modo 5 000 euros par an de cash flow, Ouais. voilà, Ok. d'excédent. Et donc voilà, rentable. Et au bout d'1 an, j'ai dû le lâcher parce qu'il était mal rénové. Ah, donc tu l'as plus alors? Ouais, je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Ouais, le bac de douche qui avait une fuite, un truc, ça coulait dans l'escalier. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. Ok, et du coup, celui-là, tu l'avais nu ou il était déjà meublé? Il était déjà meublé. J'ai fait que du meublé de toute façon parce que ma stratégie c'était d'en engendrer le plus possible pour en vivre le plus rapidement possible. Et donc meubler c'était indispensable. Puis j'avais pas énormément de fonds au final. Ouais, c'est ce que j'allais te demander aussi, du coup. Donc tu es parti directement sur du meublé. Ouais. Parce que, par exemple, moi, je sais que les premiers que j'ai eus, c'était à nu. Ok. C'était un choix personnel, c'était en fait- l'occasion qui faisait que. Je pense que c'est l'occasion et tu vois, t'es excité. Ouais. Les premiers oui, etc. Ouais, on te dit oui, Voilà, t'as envie de. Tu dis, ah, vas-y, je mets tout. Euh, Tu dis, merde, mais ça bouffe quand même une bonne trésorerie, tu Ouais. vois, une bonne partie de la trésor. Donc, après ça, tu mets ta stratégie en place et là, je pars que sur du meublé. Pour le coup. Donc là, c'est que du meublé, sauf si vraiment c'est un bien avec
un potentiel énorme. Ouais. Énorme, je sais pas, un truc vue mer ou... Ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire? j'ai eu ça, un appartement qu'on m'a proposé. Au final, bon, on va en parler, mais c'est au moment où j'ai vendu ma société qu'on me l'a proposé. Donc, euh, c'est le futur acquéreur de ma société qui l'a accepté, mais il était super bien placé à Carcassonne, à côté du Pont-Vieux, Ouais. dans une rue piétonne. Et un T3 en plus, avec une vue sur la cité. Donc, Ok. voilà. Et en plus, petit T3, donc en meuble, ça allait. C'était pas grand-chose. Donc, ouais, j'avais déjà accepté au préalable avant de vendre la société. Mais... Et à partir de quel moment tu t'es dit, ok, là, je suis sur un bon filon, c'est parti. Il y avait beaucoup de... Alors, il s'est passé plein de choses en fait. Je me suis dit, bah déjà, dès que j'ai vu tous les loyers d'Airbnb, tous les virements d'Airbnb qui arrivent, tu sais, tu commences à te dire, oula, ça fait beaucoup, Ouais. et ça t'excite beaucoup, etc. Donc là, tu te dis, il y a potentiellement quelque chose à faire. Après, il faut regarder ces chiffres, savoir réellement ce que tu gagnes, parce Ouais, que c'est c'est facile ça. d'afficher des captures d'écran d'Airbnb. Exactement. Mais il faut vraiment tout regarder. Et donc j'ai commencé à tout regarder. Je me suis dit, ok, il y a moyen. Et en plus, j'ai commencé à engendrer, à avoir pas mal d'appartements. Ouais. Je me suis dit, dans tous les cas, si je fais les ménages dans mes appartements, il y a moyen que Ah, de vous toute habitez sur façon. place, du coup. Ben ouais, en fait, à la base, j'habitais à Narbonne, mais Ouais. dès que j'ai arrêté mon boulot pour me focus sur la sous-location pro, j'ai déménagé à Carcassonne. Ok. Et c'est là où vraiment, bah, je me suis dit, ouais, voilà, effectivement, même si c'est un mois creux, je peux faire les ménages un peu moi-même, etc. En tout cas, je peux m'en sortir, quoi. Puis le but, c'était vraiment pas de dépenser, etc. C'était vraiment d'être focus Ouais. H24 sur le business, quoi. Donc, c'est là où j'ai fait le shift. Et moi, ça allait très très vite, parce qu'en 10 mois, j'ai eu 17 appartements Ouais. en sous-loc. Et donc, c'est là, en fait, tu vois les appartements rentrer, tu sais combien ils vont rapporter tous les mois. Et donc là, tu t'arrêtes plus, t'as envie de penser qu'à ça, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc au début, tu faisais les ménages toi-même? Non, Non? non, parce que j'étais du coup en CDI à Narbonne. Carcassonne, ça a 50 minutes de route. Et du coup, j'avais une femme de ménage. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne anecdote. J'étais en CDI et j'ai quitté mon CDI le 1er janvier 2023, je crois. Et en fait, j'étais censé le quitter le 7 janvier. Mais ce qui s'est passé, c'est que au 31 décembre à 22h, alors que en fait le nouvel an, etc., j'ai ma femme de ménage qui m'envoie un message. En fait, j'arrête de travailler avec vous à partir de demain matin. Et elle a 6 appartements ménage à moi, à Carcassonne. Et moi, je devais travailler le mardi. Et il me semble que c'était un lundi le premier. Et le mardi, je devais être au boulot, quoi. T'as vite dessoulé. Et ouais, là c'était une sacrée histoire. Et je me suis dit, ça va bien être la merde. Parce que j'avais jamais fait de ménage en plus. J'avais pas je savais pas trop comment faire sécher le linge, etc. La gestion du linge. Et donc j'ai appris vraiment, tu vois, c'est ce genre d'erreurs qui ont fait que j'ai appris sur le tas. Donc voilà. Ok, ouais. Le ménage, c'est facile, mais c'est pas simple. Exactement, Pour le coup. exactement. Ouais. T'as bien dit ça. Et donc, alors, à l'heure actuelle, t'en gères combien? Ouais. Aujourd'hui, et sous quelle forme? Société, en perso? Donc, en septembre, le 31 septembre 2024, j'ai vendu ma société avec officiellement 18 appartements, mais il y en avait 2 ou 3 en signature juste après, donc une vingtaine d'appartements sous location pro. Donc, suite à ça, j'ai déménagé à l'étranger, je me suis un peu calmé, parce que ça faisait quand même quelques années où j'étais pas... Je bossais comme un malade, hein, mais vraiment, ça devenait abusé. Et donc, je me suis dit, ok, je me calme un petit peu. J'ai vite voulu recommencer. J'ai un associé qui m'a proposé de recommencer à Angers cette fois. Okay. Et j'ai repris du coup 3 appartements sous location pro en 2 semaines. On a signé 3 appartements. Voilà, donc ça allait très vite. Et après, faute de temps de mon associé, et puis donc moi, vu que j'étais à l'étranger, je dépendais de mon associé pour avancer sur la sous-location pro. On a stagné à 3 appartements pendant quelques mois et après, vu que ça avançait pas trop, etc., j'ai décidé d'arrêter avec cet associé-là. Donc 3 appartements à ce moment-là. Et là, depuis à peine un mois, je suis avec 2 nouveaux associés et on est région bordelaise. On est en train de prospecter à fond. On a pas mal de touches. On devrait signer des choses ce mois-ci. Okay. J'ai l'impression qu'en province, c'est beaucoup plus facile de signer qu'en région parisienne. Je me trompe? Ouais, je le vois. Bah, j'ai accompagné 180 personnes à se lancer dans la sous-location pro. J'ai je dirais 40% sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent alors qui sont sur Paris. Alors c'est très bien, parce qu'il y a du choix en termes de ville, etc. On peut pas le faire partout, mais il y a quand même du choix. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent pour eux-mêmes à louer des appartements.
et puis beaucoup de concurrence en sous-location pro. Donc potentiellement, avec les stratégies actuelles, c'est des gens que je vais rediriger plus vers des villes moyennes comme Rouen, Le Mans, enfin des villes à 1-2 heures de route. Et si c'est bien géré, si c'est bien automatisé, ça va très bien à ces distances-là, même à 1 heure, 2 heures de route. Donc ouais, et en province, pour le coup, il y a aussi beaucoup de villes, et je pense aussi à Carcassonne, où il y a des mauvais profils de locataires. C'est ça, exactement. Et c'est là où toi, t'arrives. Et bah ouais, et moi, j'ai eu 17 appartements en sous-location pro, parce que j'étais en contact avec des investisseurs sur place, et en fait, qui voulaient absolument travailler avec moi, parce qu'ils voulaient pas avoir de locataires classiques avec un mauvais dossier, éventuellement, quoi. Bon, tu m'as dit que t'étais à 0, mais quand t'étais à 17 appartements, tes revenus mensuels, ils tournaient à peu près... Alors, je vais parler sur la société, ce qu'il y avait en chiffre d'affaires, etc. Et puis après, je vais parler un peu plus en net. Ça a énormément varié parce qu'en 10 mois, j'ai pris 17 appartements. Ouais. Donc, il y a aussi eu beaucoup de réinvestissements et donc voilà. Et aussi, le chiffre d'affaires a beaucoup évolué parce que du coup, j'ai pas eu 17 appartements dès le premier mois. Donc, je pense mon meilleur mois en juillet 2023, je crois, non 2024, j'ai fait 33 000 de CA. Juillet, c'est là où on a les plus grosses marges aussi en sous-loc. Ouais. Forcément, parce que si on fait plus de chiffre d'affaires, c'est pas comme la conciergerie où les marges restent quasiment pareilles tout le temps. En sous-location, plus on fait de CA, plus on fait de marge. Donc, on était à 35% de marge. Et puis après, voilà, ça va énormément évoluer. En janvier, du coup, 2024, j'avais 7 appartements quand j'ai quitté mon boulot et on était à peu près à 10 000 euros de CA, quoi. Donc, et les marges n'étaient pas de 40% en janvier parce que c'est les mauvais mois, on était plus sur 20%, quoi. Donc voilà, je t'ai donné un peu les marges, un peu les chiffres d'affaires. En ce qui concerne le taux de remplissage, comment tu te... Et on va discuter de taux de remplissage parce que juste avant le podcast, on a un peu discuté et tu as des stratégies intéressantes pour avoir le moins de ménages possible et aussi maximiser son taux de remplissage. Et moi, de mon expérience, je pense être sûr de mon cas, le taux de remplissage, c'est un choix. Ouais. Ça, je pense que tu peux être d'accord, tu vois, dans le sens où si tu baisses tes prix, tu seras rempli. Et si tu les montes, tu seras moins rempli, forcément. Donc, à partir de ce postulat-là, moi, j'étais toujours aux alentours. Alors, mon taux moyen de remplissage, c'était 93% exactement, à Carcassonne, sur toute l'année, donc. Et ma stratégie, c'était d'être le plus rempli possible. Et forcément, quand on est le plus rempli possible, on va avoir éventuellement beaucoup de ménages. Et ça peut être problématique aussi, la gestion du personnel de ménage s'il y a des problèmes à gérer et tout. Et donc, c'est là où il faut être bon en business et il faut savoir manager bien les personnes, il faut savoir réduire ses coûts un maximum aussi sur les ménages. Et c'est là où, pour moi, le business se joue vraiment, quoi. Alors, les 93%, t'étais toujours sur Carcassonne ou du moins à 1 heure de Carcassonne ou t'étais à l'étranger à ce moment-là? J'étais à Carcassonne, après je suis parti en vacances un petit peu l'été. Principalement à Carcassonne, je suis aussi allé en Roumanie un petit peu voir des potes. Ouais. Pourquoi ça a un impact pour toi d'être ici ? Pour moi, j'ai l'impression... ça peut marcher, tu vois, c'est automatisé. Mais plus d'entrées, potentiellement plus de problèmes. Quand tu es à l'étranger, tu sais pas, surtout à Carcassonne, tu as une période où tu baisses les prix, tu sais pas vraiment qui rentre dans ton appartement, tu vois. Et il y a des moments où la femme de ménage arrive à me dire gros bordel, etc. Des dealers, tu vois, peut-être des prostituées, j'en sais rien. Elles montent des papiers de carte SIM, cannabis, résidus de cannabis, etc. Je crois qu'on a eu les mêmes d'ailleurs. Écoute, résidus de cannabis, etc. Bon, ça va encore, mais quand il y a de la casse ou quand tu peux facilement tomber sur des squatteurs. Ouais, t'en as eu toi ? J'en ai pas eu, je touche du bois. Parce que là, à Carcassonne, t'es vraiment à la limite du squatter, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que moi, je mettais un minimum de nuitées pour éviter, on va dire, les galères. Tu vois, parce que j'ai pas eu un squatter, mais j'ai eu un mec qui était très, 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 comment dire, virulent. On va dire, tu vois. C'était l'année dernière. C'était un jeune ? Je crois pas, Parce que la femme de ménage m'a dit qu'elle l'a vu. Le mec, comment il parlait, il avait l'air d'un jeune, mais il avait une bonne quarantaine d'années, tu vois. Et donc le mec, il m'appelle, il voulait passer que en direct. Ouais, bizarre. Et après, une fois qu'il passe en direct, il prolonge. Ok, toi, t'es content, il prolonge. Mais après, quand ta femme de ménage, elle arrive, elle dit
regardez le bordel qu'il a laissé. Tu dis, mais en fait, pratiquement tout ce que tu as fait, tu lâches en ménage, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, toi, tu m'as dit que c'était à la prestation, c'était à la prestation, je paye. Ouais, moi, c'était à l'heure, pour le coup. Et ouais, t'as tout ton cercle qui part dans le ménage, quoi. Ok, ouais, je vois. Bah, déjà, le problème, c'était de prendre en direct, tu vois. Ouais. Parce que du coup, t'as pas les recovers. Parce qu'éventuellement, sur Airbnb, tu fais un air cover, c'est ça, ouais. tu vois, tes frais de ménage, tu les passes sur le air cover et puis tu perds pas trop d'argent là-dessus. Donc aussi, l'erreur, elle est là. Mais pour avoir testé, tu vois, pour avoir moi été dans l'extrême, c'est-à-dire essayer de faire une stratégie de tarification pour avoir un maximum de remplissage, j'ai eu des problèmes. J'en ai pas eu énormément en réalité. Et franchement, ça a été plus rentable que pas rentable. Okay. Mais de très 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 loin. Comparé à mettre un minimum de 2 nuits, tu te fais des trous forcément sur ton planning. Et voilà. Et là, c'était sur des T2 du coup? J'ai eu principalement des T2, j'ai eu un peu de T3 et un peu de studio. Et tu tournais à combien la nuitée? Ça dépend vachement des saisons et aussi de ce que nuitée voyageur ou nuitée mois. Ouais. Donc tu peux parler en nuitée payée par le voyageur ou nuitée? Ouais, voyageur. Payé par le voyageur, c'est pas vraiment une donnée que je regarde, parce que du coup c'est pas ce que je touche. Ok, bah, toi ce que tu touches. Moi au plus bas, sur février, j'ai dû faire, non pas du tout, j'ai dû faire des nuits à 38. Okay. Et au plus haut, bon, ça peut faire un bas le 14 juillet, etc. Voilà. Ah ouais, c'est 38. Ouais, bien sûr. Et quand tu fais 30 nuits sur 30 en février, alors c'est pas possible qu'il y a 28 jours, mais je me souviens que mon pire CA sur un appartement en février à Carcassonne, c'était 958 €. Ouais. Et donc j'essayais de remplir un maximum, quoi. Et j'étais à 90% de taux de remplissage. Et donc ta femme des ménages, elle était à combien? J'ai commencé, celle qui m'a lâché au 1er janvier, c'était 15 € par ménage. Donc grosso modo, tu touchais pratiquement, une vingtaine d'euros, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Au lieu de pas louer et d'être à zéro, tu vois. C'est ça aussi le but de la stratégie. Et puis après, voilà, je suis monté petit à petit pour essayer de monter en qualité de femme de ménage et aussi avec d'autres stratégies qui te permettent d'avoir des séjours longs, mais avoir un bon taux de remplissage, c'est-à-dire pas bloquer à 2 nuits minimum. Je te donne un conseil par exemple pour toi. Tu m'as dit que tes appartements, tu mets principalement 15 € de frais de ménage. À peu près. À peu près. Mais généralement, je l'inclus directement dans le prix. Donc tu mets 0 frais de ménage sur Airbnb affiché. Pratiquement, ouais. Ok. Parce que seulement sur certains appartements comme Cannes, ça dérange pas vraiment. Mais je sais que sur certaines zones, ça peut poser problème. Donc t'affiches 0 frais de ménage. Ouais. Donc ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que tu vas avoir beaucoup de réservations de une nuit. Après, ça dépend comment tu gères tes tarifs, mais je te parle dans la généralité. Et plus tu vas augmenter tes frais de ménage, plus tu vas avoir des réservations longues. Parce que tu vas être moins intéressant pour une nuit, mais plus intéressant pour 4, 5, 6 jours. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Sur une nuit, si t'es à 60 € la nuit, plus 40 € de frais de ménage, les gens ils vont pas te choisir pour une nuit. Par contre, t'es à 60 € la nuit, les gens ils sont à 70, et sur une semaine, tu vas être plus intéressant que les autres. Donc c'est ça qui va être... moi, ce que j'ai étudié avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, tous les appartements, aujourd'hui on arrive sur les 400 appartements avec les personnes que j'ai accompagnées, la stratégie, c'est de se placer entre 20 et 25 € de frais de ménage. Tu vas avoir généralement 2,5 nuits réservées en moyenne. Et donc ça, c'est plutôt avantageux, plutôt que moi à Carcassonne, moi, j'étais vraiment agressif. Et j'étais à 1,6 de moyenne de nuits réservées. Ok. Et donc là, par exemple, les 15 € de frais de ménage, il y avait la blanchisserie avec? Ouais, sur celle-là, mais oui, mais elle m'a lâché le 1er janvier. Non, mais voilà. Mais après, le standard à Carcassonne, sinon j'étais à 24. Ouais. Voilà. Sans blanchisserie? Ouais. Okay. Non, avec la blanchisserie. Ouais, avec la blanchisserie. J'ai fait aussi du 20 €. Après, on avait... de toute façon, il y a des process. On essayait de mettre en place des choses, mais elle lavait le linge dans les appartements, elle récupérait le linge mouillé et elle le séchait elle-même. Soit chez elle, soit en laverie, mais principalement chez elle. Toi, quel type de bien marche le mieux, tu dirais, en sous-loc? La taille, la localisation? Le T3. T3, c'est vrai? Ouais. Ok. T'es pas d'accord avec ça? Alors toi, t'as on en a parlé en off, t'as une mauvaise expérience sur un T3. Non, c'est un T4, toi, à Carcassonne. Ouais, c'est un T4, pardon. Ouais, qui est trop cher et qui est pas assez rentable. T3, ça passe bien. Ouais, à Carcassonne, typiquement, le plus rentable, c'est le T3. Mais moi, j'ai accompagné partout en France et globalement, le T3 est plus rentable. Mais pourquoi tu... Je pense qu'il y a une partie des clients, 30-40%, qui prennent un T3 plutôt que 2 chambres dans un hôtel.
Et ça va jouer, du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors que sur un T2, bah, c'est comparé directement à une chambre d'hôtel. Par contre, si tu payes 2 chambres d'hôtel, généralement l'hôtel en plus c'est plus cher parce que tu as les services, etc. Tu vois, tu as 2 fois 80 € la nuit si vous êtes 4. Voilà, tu prends Airbnb, tu es à 80 € la nuit et terminé. Et c'est pour ça, je pense que le chiffre d'affaires est beaucoup plus intéressant. Les marges, de manière générale, sont beaucoup plus intéressantes en T3. Okay. Parce que moi, je suis passé de T2 à T4. Ok. Je n'ai pas testé les T3, je réfléchis, non. Studio, T2, T4. Ouais, il faut aussi prendre des T3 qui sont à des un petit peu plus élevés que des T2 en loyer, mais pas abusés. Parce qu'il y a aussi des villes où le T2 est à 600 € par mois, mais le T3 est à 1000. Et là, ça sera un peu moins rentable, quoi. Donc le ratio, et tu m'as dit que tu faisais pas de décoration? Pas de décoration, non. Pas de rien du tout. Un petit peu de décoration, ouais, j'en ai fait dans certains appartements. Il y a certains appartements où j'ai rien eu à faire parce que j'ai eu des propriétaires qui me disaient je connais ton activité, je sais comment tu veux décorer, je décore pour toi. Et donc non, vraiment pas de frais. En général, ce que je payais 200 € entre le linge, un petit peu éventuellement de décoration, puis les serviettes, etc. 200 € par appartement. C'est ce que ça me coûtait. Après, j'avais la caution de premier mois de loyer, évidemment. Ok, bon, c'est cool. Et bon, là, on va passer au moment de la revente, du coup. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place dès le début pour structurer ton business pour que ce soit une entreprise que tu pouvais revendre? Ouais. Est-ce que tu as pensé à ça dès le début ou Ouais, y a pas mal de choses à dire. Au début, moi j'ai mis un premier pied dedans, j'étais un petit peu formé, j'ai appris sur le terrain. J'étais pas du tout dans le but, j'avais pas les bons process, j'avais pas les bonnes stratégies pour monter une entreprise dans le but de la revendre. Parce que c'est ça, tu peux créer une entreprise juste pour faire du cash flow et là, tu fais des trucs un peu dégueux en termes de process, etc. À partir du moment où ça marche, ça va. Tu fais pas de site internet, tu fais pas de compte Instagram, tu fais rien. Et tu fais du cash flow, c'est cool. Mais après, tu peux avoir une stratégie un peu plus revente. Et là, tu fais vraiment des beaux process, même des process de recrutement. Tu fais des beaux process pour les femmes de ménage. Tu prends des channel managers. Tu essayes d'avoir tous tes chiffres sur des tableurs pendant des mois et des mois pour dans le but de la revendre. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai vraiment fait une stratégie, c'est monter le plus rapidement possible en nombre d'appartements. Parce que mon truc que j'avais en tête, c'était plus j'ai d'appartements sous loc, plus la société vaut cher. Ouais. Et les baux, tu les prenais sur... T'avais des baux de minimum ou c'est... C'est 1 an renouvelable. C'était 1 an renouvelable? Ouais. Okay. 1 an, mais par tacite reconduction, donc j'avais pas besoin de re-signer de contrat. Un peu comme un bail meublé classique. Et donc ouais, scale à fond les appartements et j'ai fait un peu tout en mode bricolage, franchement jusqu'à la revente. Et j'ai focus vraiment sur le nombre d'appartements, le chiffre d'affaires maximum que je pouvais faire. Et j'ai revendu à un tarif quand même intéressant pour la personne qui voulait la racheter. Je l'ai bien revendu, mais pour 17 appartements, si tu as vraiment une bête de structure, tu peux le vendre 3 fois le bénéfice, le BE, quoi. Donc tu vois, sur 17 appartes, si tu as 5 000 € par appartement, on va prendre 20, ça fait 100 000, tu peux le vendre 200, 300 000. Okay. Et ça, c'est vraiment une entreprise, limite, tu vends pas à des mecs qui font de la sous-loc de base, tu vends à des racheteurs de sociétés, quoi. Donc, Et justement, ça, c'était la prochaine question. Du coup, à qui tu l'as vendu? Parce que c'était des avocats, des racheteurs de sociétés, des particuliers. Je l'ai vendu à quelqu'un qui avait déjà racheté des sociétés et qui voulait faire de la sous-location, qui a commencé une société de sous-location et qui s'est dit je vais acheter aussi pour acheter des sociétés pour aller plus vite, quoi. Ok. Voilà. Et selon toi, les critères essentiels à poser dès le départ si on veut revendre plus tard? Si on veut revendre plus tard, les choses qui sont importantes à prendre en compte, ça va être tes process et la qualité de tes appartements, quand même. Les process, c'est vraiment la base parce que c'est tout ce qui va faire fonctionner ton entreprise. Donc, avec ton personnel de ménage, que tout soit bien géré. Aussi au niveau du recrutement du personnel de ménage, que tout soit bien géré. Au niveau des appartements, que tous les appartements soient clean, que tu aies vraiment tes annonces Booking, Airbnb, que tes process soient clean, avec des bons processus d'entrée, etc. Et puis aussi bien sûr faire attention, parce qu'il y en a qui font pas attention, mais aux réglementations, parce que si tu as une entreprise qui est à moitié légale, dans la sous-loc, il y en a qui le font, qui font ça, tu vois, dans les grandes villes, et bah là c'est compliqué à revendre. Donc quelques petites histoires pour vous.
On en entend, hein, Ouais, on en entend, ouais, les il y en gens a qui font... utilisent plus, parce que normalement dans Paris, t'es pas trop censé. Ouais. Mais il y en a qui me disent, ah, bon, nous, on passe pas par Airbnb, on passe par Booking parce qu'ils sont moins regardants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, il y a eu pas mal de trucs comme ça, et c'est fou parce que il y a des gens qui ont vraiment pas peur. Hein. Ouais. Ils y vont à fond sur les grandes villes, alors que les grandes villes même disent, nous on essaye de limiter à fond les Airbnb, on trouve pas assez d'appartements. Et eux, ils font ça en solo. Donc, Ouais. Et du coup, les réseaux sociaux, pour Ouais. toi. Donc, et tes posts un peu polémiques. Est-ce que c'est est-ce que c'est une stratégie de revente, du moins, ouais, ou pas du tout? stratégie de revente par rapport au réseau? Ouais, par rapport au réseau, est-ce que tu te mets en avant beaucoup sur les réseaux pour ensuite pouvoir vendre derrière? Vu que maintenant, à mon avis, t'es dans un truc de scaler, revendre. Est-ce que maintenant, tu utilises ça Les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, j'utilise uniquement pour accompagner des nouvelles personnes pour se lancer dans la sous-location pro, donc pour trouver des nouvelles personnes à accompagner. Et puis aussi, ça me sert et ça m'a servi pas mal pour trouver des nouveaux propriétaires, que ce soit à moi Ouais, c'est ce que j'ai. et aux personnes que j'accompagne. Donc en fait, régulièrement, 2-3 fois par mois, je vais mettre sur le groupe des personnes que j'accompagne. On a un groupe WhatsApp, on est 180 dessus, ça discute de sous-loc et tout. Ouais. Et je vais mettre, tiens, tel appartement disponible pour faire de la sous-loc, le numéro du propriétaire, premier arrivé, premier servi, quoi. Et tu prends un pourcentage dessus? Non, rien du tout, rien du tout. C'est cool. Et Voilà. donc, à quel moment t'as su que toi, tu voulais revendre la société et pourquoi? C'était des raisons personnelles qui m'ont fait revendre. Et en fait, ça faisait 2-3 ans que j'étais dans le sud et que j'étais à fond dans l'immobilier. Je bossais 80, 90, même parfois 100 heures par semaine. Ouais. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Et je me suis dit, là, ouais, toujours plus, c'est bien. Mais je suis jeune. Le petit Porsche, quand même. Et la petite Porsche. Non, c'était pas pour ça. En vrai, c'était juste pour l'aspect social. Moi, j'avais, à part mes propriétaires, c'était presque mes potes en fait sur mon secteur. J'allais dans une des plus grandes agences de Carcassonne. Je connaissais le directeur de l'agence tout le temps. Et puis on se baladait, on allait voir des appartes, etc. Ouais. Et on discutait. Et c'était que ça mes relations sociales, tu vois. Donc j'avais envie de voir du monde, de trouver une future femme peut-être, voilà. Ah, en Porsche, c'est plus facile. Non, ça faut pas le dire. Ouais, ok. Voilà. Et donc, non, mais c'est cool. Ouais, et donc à la revente, les éléments qui rendent, tu m'as dit la société vendable, c'est du coup les process, le site internet, etc. Avoir une société clean en fait, c'est surtout ça. Pour revendre une société, je pense qu'il faut avoir fait toutes les erreurs possibles, etc. Ouais. Et après, tu comprends chaque truc, chaque détail de comptabilité, comment bien faire ta comptabilité, comment bien faire des process. Parce que les process, tu les crées une première fois, tu te dis c'est super, je suis content, j'ai automatisé ça un peu. Puis après, il y a une brèche, etc. Tu recommences. Et il faut faire ça et purifier à chaque fois. Et pour que le but, c'est qu'après, c'est ça l'objectif d'une société que tu vends, c'est que tu n'aies quasiment rien à faire. Et après voilà, aussi un truc en sous-loc, il y a beaucoup de personnes qui oublient, c'est recruter parfois en contrat plus CDD, CDI, sur du personnel de ménage. Et ça valorise aussi plus la société. Revendre avec du personnel, des gens qui sont fiables, qui sont là depuis un bout de temps avec des contrats, par exemple CDI, etc. Ça vaut aussi son prix, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui oublient ça parce que payer 50 € par ménage, c'est bien. Mais du jour au lendemain, la personne peut te lâcher. Voilà, c'est ça. Par contre, si tu as quelqu'un en CDI, tu vas payer 1400, 1500 € par mois, derrière, ça va te coûter aux alentours de 2000 €, on va dire, pour donner un chiffre, à la société. Et tu peux le rentabiliser. Et ça peut aussi rentrer dans ta stratégie de ta société. C'est-à-dire que maintenant que tu as une personne en CDI, tu peux envoyer du ménage tous les jours. Ouais. Et faire une stratégie plus agressive sur le remplissage, la tarification, pour exploiter cette personne, exploiter entre guillemets bien sûr, cette personne pour faire des ménages et donc voilà, faire plus de CA et avoir moins de charges. Voilà, c'est tout un... Après, c'est monter une entreprise, hein, la sous-location, c'est de l'entrepreneuriat et c'est cool parce que je trouve que c'est un type d'entreprise où déjà le ratio par client, il est super élevé. Enfin, je sais pas si t'as monté... T'es déjà allé sur d'autres types d'entreprises, t'as déjà essayé de monter d'autres... J'ai déjà testé, ouais. Mais je te cache pas que la sous-location, ça couvre tout. C'est-à-dire ? Ça couvre plusieurs aspects, le marketing, ça c'est sûr, c'est super large. La psychologie d'entreprise aussi. Parce que quand t'as des mecs qui t'appellent, tu dois rester calme. Ouais. Tu dois rester pro, tu vois.
Donc c'est vraiment, même en termes de finances, etc., je pense que ça regroupe c'est clair. un sacré panique. C'est clair, mais moi ce qui m'énervait avec les autres types d'entreprises, et c'est aussi c'est de trouver des clients. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu as une entreprise classique, tu dois aller chercher des clients, tu vas chasser à chaque fois pour manger, tu vois. La sous-location, dès que tu as un propriétaire qui te dit oui, après tu es sûr d'avoir 15-20 000 euros par an de CA qui va rentrer. Et après, tu as ton chiffre d'affaires sur lequel tu dois travailler tes marges, etc. Ça, c'est cool. Mais le chiffre d'affaires, tu le fais. Et tu peux le faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans en plus. Tu vois, donc un propriétaire, il va te ramener 60 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, sur toute la durée où tu vas exploiter l'appartement avec lui. Ou même potentiellement, il va te dire, j'ai un autre appartement disponible pour toi. Si tu veux, je te donne cet appartement aussi, etc. Donc, c'est ça que je trouve ouf. Et c'est ça la grosse facilité, c'est pas d'avoir à chasser ses clients de trop. Et tu l'as vendu combien ? Tu veux pas noter ? Non, tu sais pourquoi je veux pas le dire ? Parce que ça va casser le mythe du coup. En fait, si tu le dis pas, les gens pensent beaucoup plus. Donc j'ai des gens qui me disent 500 000 euros, etc. Non, la société avait à peine 1 an, à 17 appartements. De toute façon, moi ce que je dis c'est globalement, si tu vends au nombre d'appartements, c'est une vingtaine d'appartements, 100 000 euros. Tu vois. Donc 17 appartements. J'avais, puis après c'était une société qui était un peu jeune, etc. Bon, tu peux te faire un peu ton estimation sur combien j'ai revendu. Voilà. Ok, c'est cool. Et donc ta plus grosse galère, je fais toujours ça dans chaque épisode, ta plus grosse galère qui t'est arrivée J'en cherche une parce que celle du 1er janvier c'était quand même une sacrée galère. Ça, c'était chiant. C'est chiant, mais c'est pas une galère où genre ça vient d'un voyageur qui casse tout, un truc comme ça. Tu vois. J'ai eu un truc de fou une fois, une double réservation, Booking Airbnb. Et parce que voilà, en fait, pour expliquer aux gens peut-être qui savent pas, quand tu mets tes appartements sur Booking et sur Airbnb, quand t'as pas de channel manager, parce que aussi c'était ma stratégie, j'étais sans channel manager, tu as un délai, une latence de 30 minutes entre la mise à jour entre les deux plannings. Donc tu as une réservation sur Airbnb, potentiellement sur la même date, il y a une personne en 30 minutes, ou même un peu moins, qui peut réserver sur le même créneau. Et donc, double réservation Airbnb. Donc il y a une première entrée des gens, ils arrivent à 17h, classique, tranquille, gens tout à fait gentils et tout. Puis à 21h30 ou 22h je crois, il y a les deuxièmes personnes qui arrivent, 2 filles du sud de Marseille, qui essayent de rentrer dans l'appartement, trouvent pas les clés, mais l'entrée de l'immeuble était ouverte. Elles arrivent devant l'appartement et elles commencent à toquer. Et il y a quelqu'un qui répond, du coup, les premiers voyageurs qui sont arrivés. Et là, elles tapent à la porte. « Oh, vous nous avez volé l'appartement, machin, tout, machin. » Et c'était en train de l'insulter, crier dans tout le bâtiment. Et je reçois un appel des personnes à l'intérieur. J'ai cru qu'ils se disaient on va mourir et tout, genre ils vont nous arracher la tête. Et du coup j'ai dû appeler l'un, appeler l'autre, faire du management psychologique comme tu l'as bien dit, et reloger dans un hôtel les filles. En plus j'ai dû leur commander un taxi parce qu'elles n'avaient pas de voiture. Elles sont comme ça, Et ça m'a pris 1 heure, mais j'ai réussi à le gérer à distance, donc ça allait. C'est ça, en fait, quand ils voient que t'es prêt même à perdre un peu d'argent, tu les relances. Puis expliquer, en fait, c'est surtout ça, parce que elles veulent un fautif. En fait, c'est ça. Et donc, remettre sur les plateformes, la faute des plateformes, c'était facile. Ça passe plutôt bien, généralement. Dire, il y a eu un bug, ça fait ça de temps en temps, je fais que de me plaindre à Booking, et j'ai eu un bug, ça passe. Mais bon, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais ça m'est arrivé. Double réservation 2 ou 3 fois. J'ai fait 2000 réservations, tu vois. Ça va, c'est pas... c'est chiant, mais ça va. Ok, t'es jamais rentré dans un truc, tout est cassé ou... Non, j'ai eu des trucs comme ça, j'ai eu des trucs bizarres. Je suis rentré dans les appartements, à une époque où je faisais des ménages aussi. Je rentre dans un appartement, c'était une ambiance trop bizarre. Genre... les draps ils étaient tout par terre, etc. Il y avait des lampes de chevet dans la cuisine, etc. Et genre c'était limite sectaire. Genre il y avait un truc en rond, ils s'étaient assis, ils avaient mis des lampes, etc. Bref, je voulais pas savoir ce qui s'est passé dedans, mais ils étaient pas nets. Et je crois que les voisins d'ailleurs m'avaient appelé parce qu'ils avaient entendu taper, etc. dans l'Airbnb. Donc on sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, après des soirées, des gens qui laissent des trucs entiers de McDo après des soirées. J'ai eu un gars qui m'a fait, d'ailleurs,
faut le rappeler parce que tu as eu l'expérience aussi, réservation hors plateforme, tu vois, j'ai voulu faire le gentil, etc., prendre un petit peu de cash et tout. Je l'ai fait très peu de fois, mais je l'ai vite regretté, je l'ai vite plus fait. La personne, c'était des dealers de Marseille, et ils avaient une tonne de cannabis sur eux, et ça collait au sol, etc. Enfin, c'était vraiment abusé. Okay. Et pendant 1 mois et demi, il y avait encore des résidus de résine par terre dans la cuisine. Et impossible à enlever tout. Okay. Donc ouais, ça arrive des petits trucs comme ça, mais après, si t'as le bon état d'esprit par rapport à ça et que t'arrives bien à gérer le problème, parce qu'au final, il n'y a rien qui n'est pas gérable, ça passe. Et justement, j'ai réagi sur une vidéo qui doit sortir bientôt, sur ta vidéo sur les prostituées. Oui. Du coup. Ouais, et elle a fait parler celle-là aussi. En ce moment, mes vidéos font parler. Ouais, tu dis, il y a des mecs qui te défendaient et tout. Des trucs de fou. Ouais, ah oui, alors la vidéo des prostituées, je me souviens. Enfin, je vais me remettre en tête ce que j'ai dit. Mais ce qui était fou, c'est que moi je savais pas, mais c'est légal en fait en France d'être prostituée. Genre tu peux payer tes impôts, déclarer tes recettes, faut pas dire t'as pas de facture. C'est le racolage qui est. C'est déjà d'être client c'est pas légal. Ah d'accord. Complètement hypocrite, mais d'être client c'est pas légal et d'organiser de la prostitution c'est pas légal. C'est-à-dire de loger des prostituées aussi théoriquement c'est pas légal, même pas théoriquement d'ailleurs. Et puis de dire à une fille vas-y tu bosses pour moi c'est pas légal non plus. Mais ouais, qu'est-ce que j'avais dit sur cette vidéo? Non, que c'était totalement légal. Et les gens m'avaient dit ouais mais elles font ce qu'elles veulent dans l'appartement si elles ont payé si elles ont payé ça pose de problème à qui, etc. Je me faisais insulter dans les commentaires en mode c'était moi le problème. Et en fait c'est pas ça le souci avec les prostituées, c'est que l'appartement dans l'état dans lequel tu récupères c'est compliqué quoi. Et alors il y a peut-être eu des prostituées que j'ai pas soupçonné parce que l'appartement était clean après, mais j'en ai eu des fois tu retrouves l'appartement dégueulasse. Alors, donc c'est pour ça saoule. Mais du coup j'ai une question pour toi, c'est la barrière de la limite entre le moral et le pas moral, tu vois. Est-ce que tu dis ok je fais mon chiffre d'affaires, j'ai rien vu et puis on reste comme ça. Ce que t'aurais pu faire, tu vois, t'aurais pris la réservation, ça se trouve elles auraient pas foutu le bordel, voilà. Ou alors je gère tout ce qui rentre dans mon appartement, tout ce qui sort et je protège tout quoi. Parce que ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Là c'est en conciergerie. Ouais. Ça veut dire s'il y a des pots cassés, là tu dois répondre au propriétaire. Et puis c'était une booking en plus. C'était une booking. Donc pas d'air cover. Exactement, t'as rien du tout. Et figure-toi qu'en fait booking, faut que tu ailles dans les descriptions et tu peux demander une... comment dire une caution. Une caution. Mais pas, en fait, c'est Booking qui prend la caution directement. Ouais, tu l'as déjà testé cette caution ou pas? En fait, non, c'est pas Booking qui prend la caution, mais c'est comme un air cover. Et ça va jusqu'à 300 €. Je te montrerai, il n'y a pas de souci. Ok, mais c'est pas la caution Booking? Non, je te montrerai. Faut que tu ailles dans les descriptions, etc. C'est une petite astuce à faire. Ok, et tu l'as testé? Je viens juste de la tester cette semaine. Parce que je crois savoir ce que c'est. Et le souci, c'est qu'ils demandent la permission. Enfin, en fait, ils envoient le règlement à la personne. Et si elle le règle, elle le règle. Si elle le règle pas, elle le règle pas. Alors qu'Airbnb, il te paye. En fait, Booking, t'enverras jamais vraiment d'argent pour de la casse. La seule chose qui est possible, c'est faire des cautions Stripe c'est ça. Ou des cautions d'un autre processeur de paiement avec Booking et d'avoir des process par rapport à ça pour que ça soit pas trop chronophage, pour que t'aies pas à chaque réservation, etc. Mais c'est le plus simple. Ouais, après, c'est vrai que je viens juste de le mettre en place, donc j'attends de voir. Oui, il y a une ligne avec marqué caution. Voilà, de mon expérience, ça fonctionne pas de fou, mais après, tu fais beaucoup de Booking, toi? J'en fais pas mal, je crois que je dois tourner à 80%. Ok, pourquoi? Bonne question. Je sais que tu disais dans une de tes vidéos que c'est par rapport au prix qui est affiché aux voyageurs, c'est pas ça du tout, parce que je teste. Oui. Est-ce que c'est les zones dans lesquelles je pratique? Est-ce que faut savoir qu'après Booking, c'est la plus grosse plateforme de réservation, tu vois? Est-ce que c'est pour ça en Guadeloupe? Est-ce que c'est... Franchement, ça, je sais pas. Ok. Les plus gros clients viennent d'Airbnb, mais tout ce qui est les 2-3 jours, c'est du Booking. Ok. Donc, mais en tout cas, pour mettre la ligne sur le moral ou pas, quand le soupçon est trop gros, ou quand tu as un sentiment qui est trop intense, je préfère dire non. Ok. Tu vois, quand tu sais pas, je vais pas creuser.
Mais quand je me dis non, là, il y a une galère, je préfère dire non. Ok. Je préfère dire non parce que généralement, c'est exactement... Ouais. Ça retombe sur moi, tu vois. Ouais. Le 30, je crois que c'était un 31. Je m'étais dit, non, bon, écoute, j'ai pas envie de le faire et tout. Après, j'ai dit, oh, vas-y, j'ouvre le calendrier et je mets la nuit à 300 balles. Ouais. Et part. Des mecs qui m'appellent dernière minute, oui, on vient pour une nuitée, non. Ok, mais la caution, elle est à 300 balles aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, une nuit à 600 balles, tu vois. Et le lendemain, ben, bordel, quoi. Ouais, bah oui. Bordel, truc volé, etc. Tu vois. Donc, Ouais. à partir de maintenant, je pense que mon instinct, c'est ce que je laisse faire le taf. Ouais, bah il y a un gros truc aussi que tu vois au fur et à mesure que tu avances en sous-location et tout, c'est l'instinct, genre vraiment ce que tu ressens, c'est ultra fort. Ouais. Et il y a plein de trucs, même par rapport au personnel de ménage. Moi j'ai fait beaucoup de recrutement où je me suis dit quand je la recrute, bon bah j'ai besoin d'elle, je la prends. Et je la sens pas trop, il y a un truc bizarre. Et tu te trompes jamais. Jamais. Et sur les clients, c'est pareil. Moi j'étais beaucoup moins regardant des clients, c'est-à-dire que ça réserve. Et en plus, je faisais du Airbnb, donc j'avais Aircover derrière. Pour savoir. Donc voilà, des fois, je fais des Aircover. Bon, si tu essayes de faire une petite marche sur Aircover en plus. Mais voilà, en tout cas, pour pallier, maintenant, ce que tu disais, c'est que quand j'ai un doute, je prends une caution. Ouais. Quand j'ai un doute, je dis, ah bon, bah excusez-moi. Mais une caution externe, du coup, en cash ou en Stripe? Ouais, directement, je dis, ah ben, Booking vous a pas dit qu'il fallait une caution, etc. Ah ben non, je vous envoie le lien de la caution. Etc. Et t'as pas trop d'annulation suite à une caution Stripe? Généralement, quand les mecs arrivent, ils sont avec leur meuf ou autre, crois-moi que si non, ils l'ont, tu vois. Ok. Ouais, vas-y, je suis déjà devant, il n'y a pas de souci. Voilà. Généralement, j'ai pas d'annulation. Et s'il y a une annulation, ok. c'est que... Bon, juste avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit j'ai tout le temps des appels, etc. Parce que t'en as 15 des appartements en conciergerie sous location. Ouais, c'est ça. Et comment tu gères tes entrées et tes sorties? Parce que souvent, tu me dis, les gens trouvent pas. Comment tu gères surtout tes entrées à l'heure actuelle, ton processus pour les entrées? En fait, c'est pas que les gens trouvent pas, c'est que les gens, des fois, ils prennent pas le temps de lire le message d'entrée, le message d'accueil. Ils préfèrent appeler directement. Ouais. Tu vois, surtout, ça dépend des villes. Il y en a où, par exemple, sur Paris, les gens sont très autonomes, on va dire. Ils vont prendre leurs trucs, leurs clés, ils lisent, ouais, ok, ça marche, c'est parfait. Pas besoin d'appeler le mec, etc. T'en as d'autres. Ils aiment avoir une personne, ils aiment, comme par exemple en Guadeloupe, ils aiment avoir cet accueil. Il y en a des fois, il n'y a personne pour nous accueillir, tu vois. Mais comment je gère? Donc moi, j'ai... T'as un message prédéfini avec qui vidéo, explique, avec une vidéo? Ouais, je mets une vidéo, un lien vidéo, Google Drive, qui montre exactement le code, l'entrée, comment mettre tu vois, tous les petits livrets d'accueil, quoi. Livret d'accueil un peu, un livret d'accueil virtuel. Ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur et même moi je le vois quand je prends des Airbnb, les gens ils envoient soit des photos manuellement parce qu'en plus tu peux pas les envoyer automatiquement sur Airbnb les photos quand pour l'entrée, ou alors qu'ils font un message descriptif, tu vois, un peu un pavé ou dire entrée à droite, etc. Alors que c'est vrai, si on devait donner un conseil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas encore, moi je fais vidéo YouTube non répertoriée. Ok. Et j'envoie le lien directement. Et donc dans la vidéo, tu peux filmer la rue, l'entrée avec un portail, éventuellement aussi le parking, et puis le code de la boîte à clés, l'entrée jusqu'à l'appartement, et puis voilà, c'est ça le plus efficace. Ouais, pour le coup, je fais Google Drive. Et carrément, j'ai mis une vidéo, je mets entrée en journée et entrée la nuit. Ah oui? Ouais, parce qu'il y en a qui, on voit pas, il fait noir, etc. Là, tu l'as. Ah oui, quand même. Ouais, carrément, tu vois. Genre, j'arrive en voiture, c'est vraiment depuis la rue principale, j'arrive en voiture, je mets le code, etc. C'est une vidéo d'1 minute. Mais au moins, je sais que, par exemple, des fois, à 3h du matin, je dors. En Guadeloupe, il doit être 21h, tu vois, 21h, 22h. Ça fait mal de se réveiller. On me dit, oui, excusez-moi, c'est où? Allô? Tu vois. Donc, une entrée en journée, une entrée nuit, et puis généralement, oui, on a bien trouvé. Tout se passe bien. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'essaye de trouver une assistante virtuelle. Ouais. C'est ce que c'est. Directement sur les plateformes ou via WhatsApp? C'est-à-dire tu parles d'assistant pour répondre aux voyageurs? Ouais, c'est ça, au cas où s'il y a un problème, une assistante virtuelle qui prendrait tout en charge, tu vois. Ok. Et le problème, c'est que j'en trouve à moindre coût, mais elles sont aux Philippines ou, tu vois, elles parlent anglais. Ok, ouais, mais avec l'IA, aujourd'hui, il y a aussi des solutions où tu peux... Justement, je travaille dessus, donc si tu as des petites astuces, des petits trucs... J'ai un contact d'une personne qui a monté une entreprise là-dedans.
J'ai le fondateur, si je te le passerai, mais c'est vrai que quand tu vois, mais là c'est dans les mois prochains, hein, ça va arriver, ça je va sais être que ça. question, Même d'ailleurs, est-ce que Airbnb va pas faire une IA aussi directement, où elle va se baser sur ta data pour aider les propriétaires à voilà. Je sais pas, mais l'IA clairement ça s'installe de plus en plus et tu le vois à Dubaï, tout le monde est sur WhatsApp et il y a beaucoup d'agents IA qui bookent tes réservations. Enfin, moi j'ai réservé je vais à Dubaï là, prochainement j'ai réservé une voiture, c'est que un agent IA qui m'a fait prendre la réservation, tu vois. Et c'est que ça, par exemple, sur Airbnb aussi, sur ce que j'ai réservé, c'est une personne, enfin c'est un agent IA qui m'a répondu sur WhatsApp et tout. Donc ça va être très prochainement. Est-ce que c'est pas déjà fait? Je me demande. Si, c'est déjà fait. En l'occurrence, la personne que j'ai en contact, en fait, elle a développé une IA qui était raccolée à Airbnb, donc directement dans la plateforme et tu la mettais en côte. Ah ok. Et donc c'était puissant. Ils se sont fait bannir l'IA de Airbnb, genre ils ont détecté que c'était un robot quoi, et donc voilà. Donc c'était un peu galère par rapport à ça. Après ça existe via WhatsApp. Après il faut toujours bien avoir les bons process pour que les personnes te contactent uniquement via WhatsApp. Mais c'est très puissant hein, une fois que tu l'as. C'est le next step. Et puis une fois que tu as automatisé ça, tu as aussi quand tu grossis, tu peux recruter, avoir des managers qui peuvent manager ce genre de choses. C'est là où tu peux délaisser un peu le business et faire une entreprise qui peut se revendre. Après, si ton but c'est pas de revendre, tu vas avoir les mains dedans. Tu peux continuer à faire les trucs qu'un manager ferait, tu vois. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Alors, on va passer à la petite partie quiz de chaque épisode. Donc, je te pose une question. Je connaissais pas ça. Ouais, tu vois, j'aurais dû regarder tous les podcasts. Non, on n'est pas assez mais c'est partie quiz. Allez. Tu as 2 réponses. Et si tu pouvais donner une explication avec, et puis voilà. Donc, première question. Si tu devais choisir une stratégie, A, monter rapidement une grosse société pour la revendre en 2-3 ans, ou B, construire petit à petit un patrimoine personnel sur 10-15 ans. C'est-à-dire patrimoine personnel plus investissement immobilier ou société Une société que tu montes en 2-3 ans, tu la revends, ou un patrimoine qui t'appartient, mais en 10-15 ans. Ah, c'est dur de répondre parce que je suis un peu entre les deux là. Ouais. Pour te répondre, je dirais société, patrimoine, 10-15 ans, tu vois. Ah ouais. Mais en réalité aussi, j'essaye de construire des petits business pour faire aussi du cash tout le temps, tu vois, et faire du cash rapide, tu vois. Okay. Donc, mais ce qui est important aussi avec la sous-location pro, c'est pour ça que je vois sur patrimoine plus longtemps, etc., c'est que au lieu de, c'est vrai, on est en France, on paye pas mal d'impôts, etc., au lieu de tout payer en impôts, te verser de l'argent, etc., une stratégie où tu vas réinvestir avec une SCI, enfin avec une holding, une SCI derrière, réinvestir dans de l'immobilier, créer un gros patrimoine et éventuellement revendre le tout au bout de 10-15 ans. C'est une stratégie ultra puissante et ça peut amener à des millions, quoi. Donc c'est pour ça que je suis plutôt là-dessus. Ok. À la revente, tu privilégierais A, vendre rapidement pour sécuriser du cash, ou B, garder longtemps, même si ça veut dire plus de responsabilité. Donc à la revente d'une société, non, enfin, en fait dans le passé moi j'ai privilégié le cash. Hein. Voilà, la Porsche. Hein. Non, en vrai, ça dépend du timing. Fut un temps, en plus c'était lié à un projet perso comme je l'ai expliqué avant. Je devais partir et donc du coup c'était cash direct. Mais dans le temps, ouais, je me vois plus dans des trucs long terme, tu vois, comme on disait un peu. C'est bien. Et en termes de mindset, tu te vois plutôt être un artisan de la sous-location, tout connaître, tout contrôler, ou B, être un chef d'entreprise, déléguer vite et viser la scalabilité. J'ai fait la partie artisan, donc moi je veux plus la faire. Je connais en fait le business, je l'ai vu de fond en comble, donc clairement être le mec qui gère le business, quoi. Ok. La dernière. Le type de repreneur idéal pour ton business selon toi? Un investisseur pro qui veut direct du rendement, un particulier qui cherche à devenir indépendant financièrement? Un particulier qui cherche à devenir libre financièrement. Parce que une personne qui veut juste du cash flow, c'est souvent les mauvais états d'esprit, parce qu'ils achètent ça comme s'ils achetaient genre un investissement en bourse.
Sauf que c'est une entreprise. Et qu'une entreprise, il y a des trucs à gérer. Donc, il faut mettre les mains dedans. Et c'est pour ça que la personne qui est motivée, qui a envie d'y aller et qui va être libre, elle va mettre les mains dedans, elle va grossir encore un petit peu, peut-être déléguer plus, etc. Mais elle va avoir le bon état d'esprit pour racheter une société, quoi. Ok. Et donc là, pour, on va dire, sur ta vision ou sur ce que tu penses en ce moment, tu as dit que tu bossais sur d'autres petits business pour amener du cash, t'as quoi exactement? J'ai mon entreprise d'accompagnement qui me permet aussi d'avoir un revenu plus régulier, etc. Parce que mon objectif, c'est de plus me payer sur la sous-location. Pendant ce que je te disais, hein, ça peut durer... On verra où j'en serai, tu vois. Peut-être ça peut durer 2-3 ans, peut-être ça peut durer 10 ans. Mais vraiment de tout réinvestir, en fait, tout ce que je gagne en sous-location, faire une holding, racheter, faire des projets atypiques. C'est vraiment mon objectif. C'est pour ça que je crée une société. C'est la vision qu'on a avec mes associés actuels. C'est pour ça qu'on s'est associés. C'est vraiment de ne pas se payer. Donc, c'est pour ça que j'ai un business aussi d'accompagnement qui va me permettre de me payer. Puis aussi, j'ai revendu ma société. Donc, le cash, ça me permet de vivre tous les jours, quoi. Ok, bon, c'est cool. Et donc, tout ce qui est société de ménage, t'as jamais essayé de monter entre autres? En fait, c'est un projet aussi. Ça, c'est une exclusivité. Je sais pas si je peux en parler. Mais je vais le dire quand même. J'aimerais créer un accompagnement pour développer pour les gens qui sont en reconversion, pour développer des micro-entrepreneurs en femme de ménage. Okay. Tu vois, une personne qui gagne 1500, 1008, 2000 par mois dans un boulot qu'elle aime pas, elle pourrait faire des ménages dans des appartements, gagner 2000, 2500 euros net par mois et vivre comme ça, tu vois, travailler 4-5 heures par jour, avoir ses soirées, ses matinées de libre, avoir plus de temps pour sa famille, pour tout, quoi. Et vivre de ça. Et je voudrais créer un accompagnement parce que j'ai la possibilité, à l'heure actuelle, avec toutes les personnes que j'accompagne qui ont des appartements, qui cherchent aussi du personnel de ménage, etc., plus des techniques de démarchage pour trouver des appartements qui sont aussi... Aujourd'hui, si tu travailles bien et que t'es pas trop cher, t'as un marché, hein. Tu le vois. Hein. Oui, carrément. Donc, il y a clairement un créneau à prendre pour les micro-entrepreneurs qui veulent faire des ménages dans des Airbnb, qui sont spécialisés pour des ménages pour des Airbnb. Et je vais créer ça. Par contre, entreprise de ménage en elle-même, c'est-à-dire avoir des personnes qui bossent pour toi et qui font des ménages, ça, sauf erreur de ma part, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire c'est une fausse bonne idée, t'as pas assez de marge. Et les seuls qui le font, il y en a très peu qui le font, c'est des grands groupes de ménage qui font aussi des bureaux et du professionnel. C'est ça, exactement. Mais quelqu'un qui se dit ok, je vais sous-traiter des ménages pour des Airbnb, ça marche pas. Il n'y a pas assez de marge. Il faut payer au lance-pierre et du coup t'as des problèmes de management. C'est une galère pas possible, quoi. Tu travailles avec des personnes que tu payes mal, et qui n'ont pas envie de venir. Qui n'ont pas envie de venir, du coup qui vont te planter. Et puis si tu fais du volume, puisque c'est le but, si tu veux monter une grosse entreprise, tu vas avoir des soucis au quotidien. Donc c'est une mauvaise entreprise, là où tu peux monter une boîte de sous-loc et que ça sera plus simple, quoi. Et pour les investissements, tu prévois d'investir un petit peu à l'étranger ou tu restes en France? Moi je suis d'avis que, ok, certes, la France, c'est pas le pays le plus avantageux. Alors, d'un point de vue crédit, etc., investissement immobilier, pourquoi pas, mais en termes d'imposition, etc., donc pour aller chercher à l'étranger, pour avoir moins d'impôts, etc. Mais moi, je suis d'avis de penser que si tu veux être bon dans un truc, il faut que tu sois genre excellent, même sur le marché français qui est pas forcément le plus compétitif, le plus simple. Si tu es excellent sur le marché français, tu gagneras beaucoup d'argent. Par contre, si tu es moyen sur un marché à l'étranger, mais jusqu'à moins d'impôts, tu vas peut-être pas réussir moyennement, tu vois. Donc, rester en France, moi je suis plutôt là-dessus. Après, pour du kiff, tu vois, faire une villa dans un endroit un peu sympa, en investissement, pourquoi pas. Mais si je veux vraiment faire un truc solide, France, et maîtriser chaque trait, chaque ligne des impôts, tu vois, pour vraiment tout optimiser. Et à part la sous-loc et la Porsche, est-ce que tu as d'autres investissements mis à part là, je sais pas, un peu de crypto, un peu de bourse? J'ai un tout petit peu de crypto, je dois avoir 2000 balles en crypto, donc tu vois, voilà. J'ai eu de la bourse et tu vois, j'étais en mode ok, intérêt composé, là je commence, j'ai 19 ans, je suis multimillionnaire à 40 ans. Mais du coup j'ai tout retiré pour faire de l'immobilier dès que j'ai commencé à acheter des premiers appartements. Donc ça n'a pas été une bonne stratégie. Pour toi, est-ce que c'est facile d'avoir des appartements un peu éparpillés? Est-ce que il y a ça vaut le coup, ou alors juste
vraiment, si tu devais recommencer, tu te refocuserais juste sur une ville et Je puis... pense que je me refocuserai juste sur une ville. Justement, c'est une vidéo réaction que j'ai faite Ok, qui doit sortir bientôt. Peut-être qu'il sera déjà sorti ouais, le temps que le podcast sort. Mais c'est une erreur de ma part. ok. Je pense que je me focuserai que sur un secteur pour le coup. Pourquoi? Parce qu'en étant partout, comme ça, sur différentes zones, comme je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des coûts que tu maîtrises pas. Par exemple, le coût du ménage à Cannes va être différent du coût du ménage à Carcassonne. À Cannes, par exemple, même pour un studio, ils vont te demander 50 balles la prestation, tu vois. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des villas. Tu vois, c'est un peu un... Ouais, c'est là où un micro-entrepreneur, tu vois, qui arrive sur le Exactement. marché, qui propose des ménages à 25-30 euros, il a sa place. Tu vois. C'est ça. Et donc, voilà, donc ça, t'as plein de coûts, de frais, etc., que tu maîtrises pas trop. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, Cannes, c'est très saisonnier. Donc, si on va dire sur Cannes, bon, ça, du mois de mai, mois avril, jusqu'à fin septembre, voilà, c'est là où tu fais ta rentabilité. Après, tu stagnes pas mal. Mais là, par exemple, avoir un truc sur Paris qui est à flux tendu, tu connais tes coûts, voilà, ça va balancer, tu vois. Mais c'est vrai que si je recommencerais, je prendrais si je pouvais faire tout sur la même rue, même bâtiment, je le ferais. Ah bah c'est sur le même bâtiment, tu Ouais. limites les coûts de Tu limites ménage. les coûts, ben, ouais. Ça c'est le top ça. Tu centralises le tout, franchement, c'est ce que je conseille en tout cas. Et comme tu dis, c'est les erreurs qu'on fait au début, investir par ego ou des erreurs qu'on fait à droite, à gauche, etc. Après, je regrette pas, tu vois. Ouais. Je regrette pas, ça me fait Et c'est quoi le plus gros challenge que tu as actuellement au niveau de la Sloc? C'est quoi tes contraintes actuelles, on va dire? Il y a mon côté coach qui va arriver. Ouais, c'est ça. Là, en fait, qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment scaler. Après, le nombre d'appartements, je sais pas. Et monter une équipe vraiment solide. En termes de ménage, avoir des managers, comme tu disais, avoir des managers qui gèrent le tout, etc. Parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent. Franchement, là, je suis à un truc où presque le ménage me dit, tous les 6 mois, je change. Ok. Presque, tu vois. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, elles commencent à se lasser. Ouais. Elles en ont marre. Et tu le ressens dans les reviews Airbnb, etc. Au début, il n'y a pas de souci, là, mais dès que tu sens qu'il y a une baisse, elles mettent plus de temps à répondre. Tes problématiques, c'est vraiment au ménage, lié Ouais, par c'est rapport personnel, au ménage. Et donc, tu aimerais avoir un truc solide avec manager qui puisse manager à ta place un peu le Ouais, personnel de et ménage. je pense qui aussi, puisse j'aimerais bien remplacer ou quoi. monter dans des appartements de luxe aussi, un peu. J'ai envie de tester. Ok. De taper dans le standing. Ok. Ouais, alors après, le plus gros challenge pour avoir un truc avec du personnel de ménage solide, etc., c'est vraiment de monter en nombre d'appartements par ville. Parce que plus tu as d'appartements par ville, plus tu peux te permettre de déléguer intelligemment, tu vois. Ouais. Moi, je le sais, on a un process dans mon accompagnement. Tu peux pas avoir un personnel de ménage plus un manager en dessous de 10-12 appartements. Ouais, tu vois. exactement. Donc, focus croissance et de le faire bien. Et c'est pas trop stressant pour toi qui suis toujours à distance au final avec tes appartements de gérer quand il y a personne de ménage qui fait défaut. Non, parce que comme je te dis, j'en garde toujours 2 ou 3, tu vois. Ok. En fait, je pense qu'il faut avoir C'est un bon conseil, ça. Voilà, avoir plusieurs, quitte à ce que tu fasses des petites rotations de temps en temps, t'en fais travailler une ici, etc. Mais en avoir au moins 2 ou 3, voire 4. Comme ça, s'il y en a une ou deux qui sont pas disponibles, t'en auras toujours une qui sera dispo, tu vois. Ok. Donc c'est un conseil que je peux donner. Ok, top. Mais non, sinon, à part ça, ouais, taper dans le standing. D'ailleurs, je voulais te demander, Ouais. toi, le maximum, on va dire, en termes de loyer, ce serait combien pour un appartement? La question est super large. Ouais, excuse-moi. Parce que, la question est super large parce que ça veut rien dire le loyer. Je connais des gens qui sont rentables avec des loyers à 3000, tu vois. Mais ça dépend du CA, forcément. Non, mais ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu te fixes peut-être un loyer minimum ou maximum ou Alors, pas du tout? Absolument pas. La raison, c'est que les loyers maximum sur les grosses maisons, sur ce genre de choses, le truc, c'est des opportunités, quoi. Tu peux pas en avoir tout le temps. Ouais. Donc, si tu veux faire du volume, forcément, tu es obligé d'en prendre pas mal. Mais par contre, ce qui est bien sur les gros loyers, souvent, c'est lié à des grosses rentas. Si c'est pas lié à des grosses rentas, ça peut être dangereux, donc souvent, j'y vais pas. Mais s'il y a grosse renta, ça va te permettre de faire
2, 3, 4 appartements en un seul bien. Ouais, exactement. C'est-à-dire si tu as une maison, tu vois, qui fait 3000 de charges et 6000 de CA, ça te fait la marge pour 3-4 appartements, tu vois. Donc non, pas de limite. Et il faut prendre tout ce qui est rentable en sous-loc. À partir du moment où tu peux le prendre. Est-ce que tu veux nous dire où te suivre et puis les formations que tu as en... Je fais pas de formation. J'ai un accompagnement. Donc on gère les personnes au cas par cas pour qu'elles avancent au plus vite dans la sous-location pro. Mais si les gens veulent me suivre ou me poser des questions, n'hésitez pas sur Instagram. C'est là où je vais être vraiment le plus disponible. Et puis voilà, après YouTube aussi, j'essaye de faire pas mal de contenu sans trop de montage. Alors désolé pour ceux qui sont un peu dopamine, mais c'est du contenu, vraiment, je donne le plus de valeur par rapport à tout ce que je sais. Donc allez suivre aussi sur Instagram, c'est Antoine Proust. YouTube, c'est Antoine Proust aussi. Voilà. Bah écoute, merci et puis à la prochaine. À la prochaine.